à tous et bienvenue pour ce dossier Dynamica, nouvelle semaine, nouveau dossier, vous le savez. Et cette semaine, on est ravis d'aborder une thématique qui a été demandée régulièrement au cours des différents thèmes qu'on a pu aborder, l'émotion et l'alimentation. Les émotions même, j'ai envie de dire, et l'alimentation. Et on est ravis d'accueillir sur cette thématique un auteur que vous connaissez bien sur Vivo Vojo, qui est venu régulièrement sur Dynamica nous proposer de superbes thématiques, Alice Desnoyers. Bonjour Alice. Bonjour Mathilde, tu vas bien? Je vais très bien et encore mieux de te retrouver pour ce dossier. Je suis ravie à chaque fois parce que je sais que tu fouilles énormément les sujets, que tu vas en profondeur dans voilà ces thématiques pour vraiment nous donner le maximum avec voilà tes expériences et puis voilà ce que tu fais au quotidien. Je vais le rappeler. Donc je suis très très heureuse de te retrouver pour ce sujet où, comme je le disais, il revient régulièrement, voilà, dans les thématiques abordées, le lien entre l'émotionnel, les pensées, voilà, ce corps émotionnel qu'on a, et puis le physique, avec cette expression qu'on connaît bien, manger ses émotions. Alors, elle est bien connue celle-ci, et voilà. Donc tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe dans le corps et dans la tête lorsqu'on est dans voilà dans ces états où on ne fait plus vraiment appel à notre appétit, à ce qu'on ressent dans sa faim, mais qu'on nourrit un petit peu autre chose. Donc tu vas nous parler de tout cela aujourd'hui et j'en suis ravie. Je le rappelle pour les personnes qui nous écoutent, tu es déjà venu nous faire plusieurs dossiers. On peut citer les maladies auto-immunes. Tu étais également venu nous parler du diabète. Tu étais venu nous parler également de la thyroïde. Et je ne crois pas que j'en oublie. Et du régime cétogène. Et du régime cétogène. En deux parties en plus. Comment En deux parties, fabuleux, où tu nous expliquais vraiment le fonctionnement, ce qui se passe dans le corps, lorsqu'on se met en état de cétose finalement, et puis ensuite vraiment le régime cétogène, comment l'appliquer au quotidien, parce que je le rappelle, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, que tu es diététicienne nutritionniste, donc vraiment l'alimentation c'est toute ta partie, mais tu es spécialisée en psycho-neuro-immunologie et voilà, c'est toute une sphère qui va être abordée, que tu as déjà traitée dans les précédents dossiers. Mais voilà, aujourd'hui, elle va prendre un peu plus d'ampleur. Et voilà, et tu accompagnes, tu es vraiment un coach où tu individualises ton accompagnement spécialisé dans tout ce qui est maladies inflammatoires, maladies auto-immunes. Voilà, je vous invite vraiment à regarder le dossier sur les maladies auto-immunes où tu nous parlais un peu de ton parcours et de comment tu as transcendé voilà, cette maladie auto-immune qui te pesait dans ton quotidien. Donc, avec plein de clés, les explications, le pourquoi, puis le comment. Et donc si vous l'avez manqué, je vous invite à aller le regarder. Il était absolument passionnant. Et donc, voilà, donc on peut se rapprocher de toi pour des consultations en physique ou en vidéo. Tu es en Andorre, je le rappelle. Et donc, faut pas hésiter. De toute façon, vous savez, sur notre page Vivo Vojo, vous avez les détails des auteurs. Donc, vous pouvez aller sur l'onglet auteurs et vous pourrez retrouver l'ensemble des auteurs qui nous ont fait le plaisir, l'honneur de venir partager des thématiques avec nous. Et vous retrouverez Alice dedans, dans cette liste-là, avec voilà, un descriptif complet, son site où vous pouvez la contacter si vous voulez aller plus loin avec elle. Alice, écoute, je te propose qu'on démarre. Manger ses émotions, l'alimentation, voilà, je te laisse en parler. Bonjour Mathilde, merci beaucoup pour ton accueil, pour cette belle présentation et très complète. Et c'est vrai que je commence à avoir un petit peu d'expérience avec vous, avec Dynamica, à présenter plusieurs sujets passionnants qui plaisent, j'espère, aux auditeurs. Et c'est vrai que ce sujet-là qu'on a choisi pour ce dossier alimentation et émotion, ou émotion et alimentation, parce que c'est vrai que chacun influence l'autre. En fait, les émotions influencent notre alimentation et par ricochet, l'alimentation influence aussi nos émotions. Donc, on va en parler un peu plus en détail dans ce dossier. Alors, l'alimentation, on peut dire à la base que c'est un besoin vital pour tous. Si on mange pas, on meurt clairement. Donc, l'alimentation, c'est vraiment un besoin primaire et vital de tout être humain.
On s'alimente pour obtenir de l'énergie, simplement pour que tous nos organismes fonctionnent de la façon la plus correcte possible. Et pour vivre, tout simplement. Donc, on a besoin de manger pour vivre. C'est pas un choix, c'est une obligation. Et ça, c'est un même besoin qui est partagé par tous les êtres humains et même les animaux. Mais les êtres humains ont des façons complètement différentes de s'alimenter selon leur culture, leur pays, leur religion, la géographie, la météo. Il y a énormément de facteurs d'influence sur l'alimentation, selon qu'on vive en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie. On a des modes d'alimentation complètement différents, voire opposés. Mais on survit tous, et même si certains peuples mangent presque que des poissons crus, comme les Inuits par exemple, ou d'autres tribus de Tanzanie mangent que des légumes racines pratiquement, on s'y retrouve tous. Tant qu'on mange pas trop d'aliments ultra transformés. Différents types d'alimentation peuvent apporter une santé parfaitement optimale si on n'y intègre pas des aliments ultra transformés. Donc toutes ces influences sont regroupées en trois concepts. Il y a le macro-environnement, le méso-environnement et le micro-environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des différents degrés d'influence de notre environnement extérieur, plus ou moins proches, qui ont vraiment une importance fondamentale dans notre façon de nous alimenter. On expliquera la définition un petit peu plus tard dans le dossier. Et tous ces facteurs d'influence vont générer des émotions qui vont à la fois modifier et avoir une influence sur notre façon de manger, de nous alimenter. Alors, tu parles précisément des émotions, tu commences à nous parler un petit peu de ces facteurs d'influence. Je parlais en introduction pour te présenter, je rappelais, parce qu'on en avait déjà parlé dans des précédents dossiers, mais que tu as une spécialisation en psychoneuroimmunologie. Et donc, dans psychoneuroimmunologie, on entend bien qu'il y a le psycho. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit et le lien avec l'alimentation? Alors Mathilde, la psychoneuroimmunologie, c'est un mot très long qui est un petit peu difficile à prononcer parfois, mais c'est vrai que c'est un concept qui est assez complet, donc qui renferme la psychologie, la neurologie et l'endocrinologie. Il y a même certains cours en Espagne qui rajoutent endocrinologie aussi à la fin, parce que l'endocrinologie fait partie à part entière de ce concept. C'est un concept qui est connu aux États-Unis comme médecine fonctionnelle ou santé fonctionnelle ou intégrative. Et c'est une façon d'approcher la santé de façon intégrative, de façon globale, versus le système de médecine conventionnelle tel qu'on le connaît actuellement, qui est plus une approche basée sur des spécialités médicales et chacune des spécialités s'occupe d'un organe en particulier. Et l'approche biopsychosociale de la psychoneuroimmunologie est une vision dynamique et pas une vision statique de la santé conventionnelle qui est divisée en systèmes. Et dans le système conventionnel, on a, par exemple, si on a un problème au poumon, on va aller voir le pneumologue. Et si on a un problème cardiaque, on va voir le cardiologue. Un problème de peau, on va voir le dermatologue. Un problème de digestion, on va voir le gastro-entérologue. On a des problèmes de santé mentale, on va voir le psychiatre. On a des problèmes de rein, on va voir le néphrologue ou le traumatologue si on a des problèmes au niveau osseux. Par contre, la psychoneuroimmunologie, comme la médecine conventionnelle, s'appuie sur des études scientifiques et des preuves scientifiques. C'est la evidence-based science or medicine. Mais au lieu d'aborder le patient par différents organes séparés, alors que dans le corps, tous nos organes sont liés entre eux,
dans la PNI, on aborde le patient dans sa globalité. C'est vraiment une approche globale, holistique du patient. Ce sera un même thérapeute qui va aborder le patient dans sa globalité. Déjà, il va lui accorder un entretien long de 1 heure ou 1 heure et demie pour vraiment bien connaître son histoire, son expérience, ses antécédents de santé. Il va étudier ses derniers bilans sanguins et vraiment faire comme une enquête policière, si tu veux, de vraiment pour aller chercher vraiment la cause des problèmes de ce patient en particulier, plutôt que d'aller chercher dans un organe spécifique. On peut donner un exemple, par exemple, d'une patiente ou un patient qui arrive en consultation avec des douleurs diffuses au niveau de l'abdomen, des digestions difficiles, parfois des migraines, une sensation de fatigue, une sensation de dépression, des insomnies, des troubles de l'humeur. S'il s'agit d'une femme, elle aura peut-être des troubles du cycle menstruel ou des problèmes de fertilité. Alors, dans ce cas-là, quand on voit une personne comme ça, on se dit, mais cette personne, chez qui on va l'adresser? Chez le gastro-entérologue, chez le psychiatre, si elle a des douleurs musculaires ou articulaires, on va l'envoyer chez le traumatologue ou le kiné. Donc, en fait, cette personne, elle a plusieurs pathologies qui sont liées entre elles. Peut-être qu'elle aura aussi des problèmes de peau. Donc, elle va faire un petit peu la série de tous les spécialistes qui vont chacun peut-être leur donner un traitement ponctuel pour alléger ses symptômes. Mais en fait, on n'aura pas mis le doigt, si tu veux, sur la cause profonde du mal-être global de cette personne. Et souvent, des cas comme celui-ci peuvent donner lieu à une errance médicale pendant des années, puisque les médecins ne nous donnent pas vraiment de diagnostic précis, ou alors c'est des diagnostics qui sont un peu comme des étiquettes, mais des étiquettes très très lourdes à porter, comme le syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie, qui nous met un petit peu dans la case du patient ou de la patiente chronique pour qui on peut rien faire, et donc on nous augure une qualité de vie vraiment très très oui, médiocre, très limitée, médiocre, et sans vraiment une possibilité de s'améliorer, quoi. C'est un peu des couperets qui tombent quand on reçoit ce genre de diagnostic-là, et je suis bien placée pour le savoir parce que on m'a apposé justement ces deux étiquettes-là, syndrome de fatigue chronique et fibromyalgie. Et quand tu commences à lire sur Internet ou même dans des revues scientifiques, tu vois que l'avenir et l'espérance de vie d'une personne avec ces pathologies-là n'est pas brillant, quoi. Ou alors on peut te diagnostiquer une maladie auto-immune aussi, parce que les maladies auto-immunes reflètent souvent beaucoup de symptômes très variés. Par exemple, pour certaines maladies auto-immunes comme la thyroïdite de Hashimoto dont je suis atteinte, on a énormément de symptômes puisque les hormones thyroïdiennes accèdent vraiment à toutes les cellules du corps. Donc, si on n'a pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes, le corps va dérailler un petit peu dans tous les aspects, aussi bien de la santé mentale que des problèmes cardiaques au niveau métabolique, donc on n'aura plus du tout de force. On sera très fatigué, on peut avoir pas mal de dépression, prise de poids, enfin il y a toute une série de symptômes. On a la qualité de la peau, des ongles et des cheveux qui est amoindrie. Donc on peut avoir vraiment des difficultés à obtenir un diagnostic précis et qui nous fasse tendre vers la guérison plutôt que de nous paralyser dans un diagnostic vraiment qui ne donne aucun espoir, comme c'est le cas souvent pour certains diagnostics comme le syndrome de fatigue chronique ou la fibromyalgie. Et dans ce cas-là, les médecins nous disent juste il faut assumer que vous ne pourrez plus travailler, vous ne pourrez plus avoir une vie active, une vie sociale dynamique. Donc c'est des diagnostics qui sont très très durs, et selon la vision de la psychoneuroimmunologie,
Il y a des façons d'annoncer aussi les diagnostics qui sont importants. On va essayer d'annoncer des diagnostics qui font tendre le patient ou la patiente vers des solutions et vers la guérison plutôt que, ou l'amélioration des symptômes, en tout cas, plus que par la chronicité. Donc, avec cet exemple-là, on a une personne qui a beaucoup de symptômes assez diffus et qui concernent plusieurs organes et plusieurs systèmes du corps, et même la santé mentale. Donc, dans le système conventionnel, elle va toquer à plusieurs portes de différents spécialistes pour avoir un diagnostic certes réel, mais qui va vraiment la conforter dans un diagnostic un petit peu statique et plutôt négatif. Et si cette même personne va voir un thérapeute de médecine fonctionnelle, médecine intégrative ou psycho-neuro-immunologie, déjà, elle réussira peut-être à trouver la cause réelle de tous ces symptômes. Peut-être qu'on lui demandera quelle alimentation elle a, quel style de vie, c'est-à-dire est-ce que c'est une personne active ou plutôt sédentaire, est-ce qu'elle a des problèmes psychologiques, des problèmes avec son mari, sa femme, son travail, ses enfants. On va aller chercher dans ce côté-là aussi. Est-ce que c'est une personne qui dort bien la nuit ou qui a tendance plutôt à ruminer et avoir des insomnies? Est-ce que c'est une personne qui prend beaucoup de médicaments? On passe beaucoup de temps, 1 heure minimum, à vraiment réaliser un entretien approfondi avec la personne pour voir s'il n'y aurait pas une relation justement entre les migraines, les problèmes menstruels ou d'infertilité, une mauvaise digestion, un système immunitaire peut-être un petit peu affaibli ou surstimulé au contraire. Donc, la psychoneuroimmunologie tente d'apporter aux patients déjà la recherche des causes profondes du mal-être ou des symptômes et ne pas séparer son corps en plein de petits casiers qui sont les organes séparément et aller vers des solutions, proposer des solutions, des changements alimentaires, des conseils d'hygiène de vie, d'activité physique, de contact avec la nature, de relations sociales. On a tout un panel d'outils comme ça qu'on peut recommander à nos patients. Donc ça, c'était la différence entre le système de médecine conventionnelle et le système de santé intégrative qui arrive de plus en plus dans nos sociétés. Et donc voilà, je vous ai parlé de mon cas. Mon cas, c'est vraiment un cas typique d'une personne qui va voir de spécialiste en spécialiste. On m'a donné beaucoup de traitements psychiatriques, antidépresseurs, anxiolytiques, alors que c'était pas vraiment la solution. J'avais un diagnostic de maladie auto-immune de la thyroïde, de Hashimoto, qui n'avait pas été détecté pendant des années, ensuite qui a été mal soigné, qui a été mal suivi par les médecins qui me suivaient à l'époque. Et voilà, on pensait que j'étais une personne avec une dépression chronique, voire une bipolarité, et un syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, alors que j'avais simplement une hypothyroïdite mal traitée et j'avais une alimentation aussi qui était déficiente à plusieurs aspects. Donc, le drame des errances médicales, où voilà. Le malade se retrouve démuni à ne pas savoir vers quelle direction aller. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. C'est pas seulement la maladie auto-immune de Hashimoto qui peut présenter des symptômes très très divers et assez confus parfois. Il y a d'autres maladies comme l'endométriose, l'infertilité qui n'est pas de maladie, qui est plus un syndrome de différents blocages ou problèmes dans l'organisme en général. Le SIBO qui est un syndrome de croissance excessive de bactéries dans l'intestin grêle. Il y a toutes sortes de maladies auto-immunes, des infections urinaires chroniques, du surpoids chronique, des intolérances ou des allergies alimentaires, des maladies mentales, du stress chronique, qui sont à la fois des symptômes et des syndromes et qui peuvent provoquer ou participer ou déclencher des maladies plus graves.
Et c'est vrai que souvent, on retrouve en consultation des patients qui présentent ces symptômes-là et qui ont été voir 8 ou 10 médecins qui disent les médecins m'ont rien dit, tout va bien. Mais bon, on arrive souvent à trouver des relations de cause à effet entre tous ces symptômes et de réussir à donner des conseils à ces patients pour les aider à améliorer leur vie. Et souvent, derrière ces symptômes assez confus, souvent, on retrouve de façon sous-jacente des conflits psychologiques ou relationnels ou professionnels qui n'ont pas été résolus et qui sous-tendent un petit peu tous ces symptômes. Souvent, on dit que le corps parle. Souvent, on accumule des problèmes, on a du mal à exprimer nos sentiments, nos émotions, ou à régler nos émotions. Alors, on reste dans des situations qui sont un petit peu bloquées. Et au bout d'un moment, ça pète et c'est le corps qui pète. Et voilà, on peut déclencher une maladie auto-immune, ou une maladie mentale, ou une grosse infection, une grosse inflammation. Et c'est là où rentre justement tout le thème dont on va s'occuper aujourd'hui, des émotions et du rapport entre les émotions et la santé. Et c'est vrai que souvent, le patient, il vient nous consulter pour un SIBO ou une candidose ou des troubles intestinaux. Et on va aller chercher la cause sous-jacente qui est souvent émotionnelle ou psychologique. D'où le rôle important du P, la lettre P de psychoneuroimmunologie. Donc, on a une formation en psychologie pour aborder certaines techniques de psychologie pour arriver à avoir une bonne communication avec le patient pour qu'il nous confie justement ses petits soucis ou grands soucis émotionnels pour essayer d'apporter des conseils vraiment personnalisés à la personne. Alors, on a la définition de la santé par l'OMS. La définition qui était restée en vigueur pendant des années, c'était que la santé, c'est simplement l'absence de maladie. Mais cette définition de l'OMS a changé dernièrement et elle dit que désormais la santé, ce n'est plus seulement l'absence de maladie, mais c'est aussi tout un tas de critères de bien-être qui doivent être respectés pour vraiment considérer qu'on est en bonne santé. C'est pas seulement on n'a pas de maladie, on est en bonne santé. Non. Il faut avoir voilà, des bons paramètres de santé, mais aussi une bonne gestion des émotions et se sentir bien dans son cercle social, familial, professionnel. Voilà, donc c'est une définition de la santé actuellement qui est beaucoup plus large que la définition de la santé qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années. Donc l'aspect émotionnel est inclus à part entière dans la santé, dans sa définition et son concept. Et comme la santé a beaucoup à voir avec l'alimentation aussi, on peut faire un lien direct entre émotion, alimentation et santé. Donc, on va développer plus ces concepts à partir de maintenant. Mais c'était bien que tu nous refasses un point sur la vision holistique à la médecine intégrative et vraiment que tu rappelles l'importance de ne pas se regarder à la loupe. Alors évidemment, on n'est absolument pas à dire qu'il ne faut pas aller voir des spécialistes par moment, voilà, pour traiter d'un organe, d'une partie en particulier, évidemment. Mais de manière générale, pour une multitude de symptômes, comme tu as parlé des exemples que tu as évoqué là, c'est important de se rappeler que c'est très souvent, pour pas dire la plupart du temps, à 100% du temps, multifactoriel. Oui. Et effectivement, dans le multifactoriel, s'approcher d'un thérapeute qui a cette dimension-là holistique, de médecine intégrative et qui va avoir les différentes approches, c'est absolument capital. Vous le savez, on le dit régulièrement ici, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et avec les exemples très parlants que tu as donnés, c'était très important. Et donc, effectivement, parfois, on oublie que dans les multifactoriels, il y a effectivement les émotions qui sont souvent un peu mises sous le tapis, un peu sous la poussière. La poussière sous le tapis. Donc effectivement, il y a cette part émotionnelle, comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette partie émotionnelle ? Alors, donc on va parler des émotions. Il y a plusieurs sortes d'émotions.
Et les émotions basiques, qui sont la peur, la colère, le dégoût, la tristesse, la joie et la surprise, elles sont indispensables à la survie et à la communication depuis des temps très anciens. Si on n'a pas d'émotion, on ne peut pas avoir des réactions de fuite ou de lutte ou de communication ou d'amour ou de reproduction, voilà, avec nos congénères. Donc les émotions ont vraiment des fonctions biologiques ancestrales et évolutives et adaptatives selon les contextes et les époques. Donc une émotion n'est pas en soi positive ou négative, c'est simplement un reflet de ce qui se passe dans notre vie. Et en fait, on doit avoir la capacité de se confronter ou d'accepter toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et de les observer et de les laisser passer. C'est un petit peu le même concept que le mindfulness ou la méditation de pleine conscience. On observe les émotions qui nous traversent sans les juger et on les laisse passer et on reste ouvert à différentes émotions. Il y a certaines personnes qui restent bloquées dans des émotions de façon chronique, la tristesse ou la peur, et ça peut vraiment créer des pathologies psychologiques ou psychiatriques assez importantes. Donc le conseil pour bien gérer les émotions, c'est accepter les émotions telles qu'elles viennent. Par exemple, si on a un deuil, on va vivre toutes les étapes, plus ou moins toutes les étapes du deuil. Après, ça dépend des personnes. C'est pas des étapes obligatoires à passer, mais on va sentir toutes sortes d'émotions et c'est pas grave en fait. C'est plutôt sain de sentir toutes les émotions, la tristesse ou la sidération ou l'incompréhension ou la négation, la colère, le regret, la nostalgie, la tristesse. Enfin voilà, on va être traversé par tout un tas d'émotions. Et pareil, quand on tombe amoureux, c'est pareil, c'est des émotions qui sont peut-être plus positives et plus heureuses, mais on va quand même passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça, voilà, ça nous arrive pendant toute notre vie, même pendant une journée, on peut être traversé par plein d'émotions différentes. Après, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles et plus ou moins émotives. Moi, je sais que je suis une personne extrêmement sensible, extrêmement émotive, donc je me laisse traverser vraiment très fort par toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ce qui est très beau aussi, et ce qui peut être un peu dangereux aussi, parce que quand on se laisse traverser pendant très longtemps par des émotions très négatives, ça peut donner lieu à de la dépression, et il faut savoir bien gérer ça aussi. Donc, on est des personnes intenses avec un système émotionnel très fort et très intense quand on est passionné par la vie. Mais on peut se prendre aussi dans la figure pas mal d'émotions négatives qui sont parfois difficiles à gérer. Mais l'idée, c'est d'être comme un bateau en fait sur la mer et puis de se laisser porter par les vagues. S'il y a des vagues hautes, on est en haut. S'il y a des vagues basses, on redescend, mais tout en essayant de garder toujours notre cap. Et comme dit le petit poisson du dessin animé Nemo, il dit nage devant, nage devant, nage devant. Il faut continuer à nager malgré les vagues et malgré les obstacles. Donc voilà, accepter les émotions, c'est la base d'une santé mentale équilibrée. C'est-à-dire, on a le droit de pleurer, les hommes ont le droit de pleurer, les femmes ont le droit de pleurer, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut rester dans une flexibilité émotionnelle. Il faut savoir se faire aider aussi. Exprimer nos émotions, c'est important, et trouver de l'aide pour nous aider à gérer nos émotions quand on n'y arrive pas tout seul. Et ça nous arrive vraiment à tous, qu'on soit homme, femme, plus ou moins sensible, plus ou moins émotionnel. On a tous besoin de se faire aider à un moment donné pour gérer nos émotions. Mais évitons la rigidité émotionnelle qui est la ligne directe vers la souffrance. Donc laissons-nous porter, laissons-nous traverser par les émotions. C'est bien que tu rappelles que il faut avoir accepté aussi de parfois demander de l'aide. Oui. Parce qu'on va aller assez intuitivement chez un médecin, ou si on a mal à l'épaule, mal à une dent, mal au ventre, mal aux pieds, enfin bref, vous avez compris l'idée. Mais lorsque émotionnellement c'est difficile, lorsqu'il y a des crises d'angoisse, lorsqu'il y a des crises de pleurs, lorsqu'il y a le souffle court, lorsqu'il y a des insomnies à répétition, parce qu'on sent qu'il y a des idées ruminantes, des ruminations pénibles, là on n'y va pas.
Alors que précisément, voilà, c'est important aussi d'aller consulter, d'aller se faire accompagner pour tous ces troubles-là. Trop peu. Donc, c'était bien que tu nous refasses un point sur l'émotion, vraiment redéfinir l'émotion. Je voudrais bien qu'avant de vraiment faire le lien entre les deux, tu nous refasses un petit point peut-être, parce que c'est vrai que souvent on dit alimentation, nutrition, enfin il y a plein de mots autour de l'alimentation. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir un petit peu pour qu'on comprenne bien les termes pour pouvoir faire les liens? Alors, c'est vrai que souvent, il y a une confusion entre le concept d'alimentation et de nutrition. Et simplement, l'alimentation, c'est le fait d'ingérer un aliment. C'est-à-dire, je mange quelque chose, c'est mon alimentation. C'est simplement le fait purement physique d'introduire un aliment ou une boisson dans notre bouche, dans notre système digestif. Le concept de nutrition, par contre, c'est qu'est-ce qui va se passer dans mon corps une fois que j'ai ingéré l'aliment. C'est-à-dire cet aliment, il va être mastiqué d'abord, il va être soumis à plusieurs enzymes digestifs, subdigestifs à travers les différents organes, l'estomac, le pancréas, le foie. Cet aliment va être transformé et réduit en bouillie. Et les différents nutriments de cet aliment vont être séparés selon leur intérêt plus ou moins important pour notre organisme. Donc les vitamines et les minéraux vont être extraits, et tous les bienfaits des aliments vont être extraits et circuler dans le torrent sanguin pour atteindre les cellules et les organes nécessaires pour ensuite se transformer en protéines, en hormones qui sont vraiment nécessaires pour notre santé. Et tout ce dont on n'a pas besoin va être filtré par le foie, par les reins, et va ressortir par l'urine ou par les selles. Donc c'est des éléments de déchets en fait dont le corps n'a pas besoin. Donc voilà, c'est tout ce cycle de la digestion. Et ça, c'est la nutrition, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois que l'aliment passe dans notre système digestif. Donc, il est digéré et on assimile les nutriments pour obtenir des vitamines, des minéraux et de l'énergie qui sont absolument fondamentaux pour vivre. Donc ça, c'était la petite différence entre l'alimentation et la nutrition. Mais c'était important de la faire pour avoir le vocabulaire et qu'on se comprenne tous, parce que c'est important d'avoir les bonnes idées derrière les bons mots. Est-ce que tu peux nous parler, en conséquence, des facteurs d'influence de l'alimentation? Alors, il y a beaucoup d'influences de l'alimentation qui sont à 3 niveaux. On pourrait dire le macro-contexte, le méso-contexte et le micro-contexte. Donc, les facteurs qui nous influencent le plus au niveau macro, c'est-à-dire un peu éloigné de nous, mais qui ont une influence très forte, ce seraient les influences du continent où on vit, du pays où on vit, de notre époque, de notre système politique, de la géographie, de l'économie, de la culture et de la religion. Tu sais, par exemple, que dans certaines religions, on nous interdit de manger certains aliments, par exemple comme du porc, où il faut respecter des rituels avant de manger de la viande, ou par exemple le ramadan interdit de manger des aliments et de boire pendant les heures de lumière du jour. Donc il y a beaucoup de facteurs alimentaires qui sont gérés par les religions. Il y a le carême aussi dans la religion catholique. Donc ça, c'est les facteurs du macro-contexte, c'est-à-dire c'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte au quotidien. Mais nous, par exemple, on est européens, on habite en Europe. Et en Europe, il y a plein de traditions culinaires diverses et variées et même différentes selon les pays. Parce que toi, tu habites en France, moi, j'habite en Andorre et j'ai vécu très longtemps en Espagne. Et on peut dire qu'il y a des cultures très différentes du point de vue alimentaire.
quand on passe simplement d'un pays à l'autre, alors qu'on est à 50 kilomètres l'une de l'autre et on va avoir, ou à, je sais pas, à 300 kilomètres l'une de l'autre et on va avoir quand même des cultures alimentaires bien différentes selon les pays et les cultures. Alors le mésocontexte, c'est un contexte un peu plus proche, c'est notre ville, notre quartier, notre village, notre école ou notre lieu de travail. Et nos décisions alimentaires vont être influencées aussi par ces facteurs. Et après, on a le facteur, je pense, qui influence le plus nos comportements alimentaires, c'est le micro-contexte, c'est la famille et notre personnalité, nos goûts, nos expériences de vie, qu'elles soient positives ou négatives, l'influence de nos parents, de nos grands-parents. Et par exemple, on peut imaginer différentes personnes qui vivent à travers le monde et qui ont des habitudes alimentaires complètement différentes. Par exemple, on peut imaginer une fillette de 8 ans dans un village au Bénin. Je suis allée faire un projet de travail en coopération au Bénin il y a très longtemps. Et je me souviens de petites filles qui jouaient là-bas, qui mangeaient des fruits. Sinon, on peut imaginer un jeune adulte, un pêcheur inuit en plein hiver. Il va avoir une alimentation complètement différente qui sera certainement basée sur du poisson ou des poissons gras. Il n'aura pas beaucoup de fruits à disposition, d'aliments frais. Après, une maman chinoise qui a 4 enfants dans une mégalopole surpeuplée, elle aura aussi un type d'alimentation complètement différent. Après, il y a la working girl new-yorkaise qui va manger sur le pouce son petit smoothie aux épinards et au lait de coco. Après, on peut avoir un ado noir d'un ghetto dans une banlieue américaine, d'une ville assez retirée. Il y a souvent des déserts alimentaires dans ce genre de région ou dans certains villages du Mexique, et surtout aux États-Unis, où on va trouver très très peu de magasins d'alimentation dans ce genre de village-là. Par contre, il y aura 10 000 restaurants style McDo, Burger King, etc. Donc, il y aura une discrimination alimentaire pour ces personnes qui n'ont pas accès à une alimentation saine et qui se retrouvent pratiquement obligées à manger de la junk food toute la journée parce qu'ils vivent dans un lieu géographique où ils n'ont pas accès à des fruits et légumes frais, de la viande, du poisson. Après, on peut avoir différents exemples en France. Un paysan de 75 ans dans un village rural au cœur de l'Ariège, il aurait une alimentation complètement différente qu'un enseignant célibataire dans une petite ville de province ou une famille bourgeoise du nord de la France avec 5 enfants. Et voilà, on peut imaginer tous les exemples qu'on veut. Et on peut se demander que mangent ces personnes au quotidien, combien de fois ils mangent par jour, est-ce qu'ils mangent tous les jours, est-ce qu'ils mangent les 3 macronutriments de façon équilibrée, c'est-à-dire protéines, glucides et lipides. Par exemple, les pêcheurs inuits, ils vont surtout manger des protéines et des lipides parce qu'ils vont manger surtout des poissons gras. Ils seront peut-être en déficit de vitamines hydrosolubles comme les vitamines C, issues des fruits et légumes frais, quoi. Donc, mais c'est comme on disait avant, c'est des personnes qui s'ils pratiquent une alimentation traditionnelle et plutôt saine et sans alimentation, sans aliments ultra transformés, ça peut être des personnes qui ont un style de vie complètement sain et qui ont une longue espérance de vie, qui n'ont pas de maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète ou la maladie d'Alzheimer. Et on a fait beaucoup d'études scientifiques, aussi bien sur des peuples en Tanzanie que sur des Inuits ou sur des peuples suisses dans des villages reculés en montagne. Même si le type d'alimentation est complètement différent, tant qu'on n'introduit pas des aliments ultra transformés, ces personnes-là ont une très très bonne santé, quoi. Il y a eu beaucoup d'études faites à ce sujet qui sont très intéressantes. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment un modèle alimentaire qui soit parfait pour tout le monde. Ça dépend vraiment du contexte, contexte macro, méso et micro, qui nous montrent qu'il y a plein de façons de s'alimenter dans le monde et on peut tout à fait avoir une bonne santé même si on s'alimente de façon complètement différente. Et c'est vrai qu'on peut voir à la télé parfois des programmes
qui montrent des façons de s'alimenter dans des villages à l'autre bout du monde, des gens qui mangent des chenilles ou des vers ou des choses comme ça. C'est totalement culturel. Nous, en France, on mange des escargots. Dans certaines cultures asiatiques, ils mangent des chats et des chiens. Ça peut nous choquer, mais eux, ils vont être choqués en nous voyant manger des escargots, par exemple. C'est complètement culturel et c'est pour ça que souvent, en consultation, quand j'essaie d'aborder des changements d'habitude avec des patients ou des patientes, elles me disent ah non, moi je peux pas vivre sans mon café au lait, mon croissant le matin ou mon petit sandwich quand j'arrive au travail. Et non, on peut pas dire ça parce que oui, vraiment, tu peux survivre sans ton café au lait et sucré et sans tes croissants le matin. Imagine que tu vis simplement dans une rue au Japon, bah, tu vas manger un bol de soupe avec des légumes et des vermicelles, voilà, tu vas survivre comme tout le monde. Mais c'est vraiment des habitudes qui sont tellement ancrées. Souvent liées à l'émotionnel, précisément. Comment dire, mais complètement liées à l'émotionnel, à la culture, à la géographie, au climat. Mais énormément à l'émotionnel aussi. Et c'est vrai qu'on a tous des aliments qui nous rappellent notre enfance, qui nous rappellent nos parents, nos grands-parents, et qui nous apportent des émotions. On sent les odeurs, et c'est vrai que c'est tout un monde émotionnel. Par exemple, le fameux poulet du dimanche, ou le cassoulet, ou le vendredi soir pizza, ou des personnes qui sont d'origine italienne, qui vont faire de la pasta ou de la pizza. Ou tu vois, ça se retrouve aussi souvent avec des personnes qui vivent à l'étranger. Moi, j'ai vécu à l'étranger plus de la moitié de ma vie, et chaque personne qui vient d'un pays étranger, les Argentins, ils sont toujours avec leur bomboya comment ça s'appelle, de mate. Ils prennent du mate tout le temps. C'est comme un thé vert très délicieux. Et voilà, chaque culture a vraiment ses préparations culinaires traditionnelles. Et même le repas à la française a été inscrit il n'y a pas très longtemps au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est dire l'importance du fameux repas à la française. On est tous assis autour de la table. Après, il y a le côté normalisation de la consommation d'alcool aussi en France, que je remarque beaucoup et pour lequel je me bats beaucoup, parce que en France, voilà, on est un pays de viticulteurs, de vignes. Bon, toi, tu habites dans la région bordelaise, j'imagine que tu sais bien ce dont je parle. Et voilà, c'est bien, le vin, ça fait partie de la culture française et tout ça, mais il y a énormément de situations d'alcoolisme mondain qui sont justifiées par, voilà, on est en France, on boit du vin. Et moi, je travaille dans le domaine de la santé et voilà, le régime méditerranéen avec 1 ou 2 verres de vin par jour à chaque repas, c'est moyen, quoi. C'est moyen parce que à partir d'un verre de vin, on est en train de boire de l'alcool et c'est pas vraiment quelque chose de positif pour notre santé, même s'il y a des polyphénols. Alors si on a besoin de polyphénols, on mange une bonne poignée de myrtille et on est bon en polyphénol pendant pas mal de jours. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc ça, ce sera un sujet dont on pourra parler dans le webinaire, parce que là, on est toutes les deux, Mathilde, mais c'est vrai que ce serait encore mieux d'avoir l'avis des personnes qui vont participer au webinaire quand il sera diffusé, de vraiment vous poser la question, quel est votre plat emblématique dans votre famille qui vous rappelle le plus de souvenirs, la tarte tatin de votre grand-mère ou le poulet frites de votre maman tous les dimanches. Et ces habitudes vraiment qui ont un poids très très important, c'est comme la Madeleine de Proust, quoi. C'est vraiment quelque chose d'alimentaire, que ce soit sucré ou salé, qui nous rappelle vraiment tout un contexte familial, qui soit bon ou enfin qui soit positif ou négatif, hein. Mais c'est des choses qui nous marquent. Et c'est une raison très très profonde pour laquelle c'est très très difficile de changer des habitudes alimentaires. Moi, je vois ça tous les jours en consultation. Moi, je suis nutritionniste et les personnes arrivent et me présentent
les choses qu'elles consomment au quotidien. Et mon rôle, c'est de les aider à faire des changements alimentaires pour améliorer leur alimentation, leur nutrition et leur santé en général, physique et mentale. Et c'est très très difficile pour moi de leur faire remplacer un café au lait avec 3 cuillerées de sucre dans le café et un croissant ou un sandwich par des œufs brouillés, de l'avocat, et une petite salade et une poignée de fruits secs crus. Donc c'est très difficile. Donc il faut jouer sur l'émotionnel, sur le psychologique, sur le culturel. C'est intéressant comme sujet et c'est très difficile à gérer quand l'objectif est justement d'atteindre un changement d'habitude alimentaire. Ils s'y mettent généralement quand quand la douleur est là ou que la pathologie s'intensifie et qu'ils expérimentent. Et c'est vrai que qui expérimente, je le vois aussi avec les gens que je vois, que je suis, le petit déjeuner salé bouleverse un quotidien, hein, littéralement. Donc, mais c'était intéressant que tu nous reparles de ce poids culturel, de ce poids des habitudes qui joue également, qui a une part importante dans la manière de consommer. Alors Alice, quand on a préparé ce dossier, tu m'as parlé d'une expression que je ne connaissais pas et qui m'a beaucoup parlé et que j'avais envie que tu développes, que tu nous expliques un petit peu plus. Tu m'as dit, nous sommes un arbre de désir. Je trouvais très joli. Moi, j'aime beaucoup l'évocation de l'arbre en plus. Mais je veux bien que tu nous parles un petit peu de ça, de cette expression-là, qu'on a mis du coup en sous-titre de ce dossier parce qu'il il nous parlait beaucoup, il nous plaisait beaucoup. Qu'est-ce qui se cache derrière un arbre de désir? Mais c'est vrai que moi, c'est une expression qui m'a beaucoup parlé aussi, que j'ai trouvée dans un livre qui parlait des thérapies psychologiques. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de tous les facteurs d'influence de l'alimentation. Et maintenant, plongeons un petit peu plus au niveau du micro-contexte, c'est-à-dire tout ce qui peut être émotionnel dans notre famille, dans notre cercle proche. Et c'est vrai que chaque personne acquiert son bagage émotionnel en étant en contact d'abord avec ses parents ou avec les personnes de référence. Donc, quand un petit bébé est né, forcément, ses premières références seront ses parents ou les personnes qui s'occupent de lui, c'est pas forcément ses parents. Et tout notre bagage émotionnel va être construit à partir de tous nos ressentis à ce moment-là, au moment de la naissance, quand on est bébé, les soins qu'on a reçus, qu'on n'a pas reçus, l'affection qu'on a reçue, les expériences, ce qu'on interprète des comportements de nos proches, de nos parents, des personnes qui s'occupent de nous. Et tout ça va créer un petit peu notre fonctionnement émotionnel. Si on va être en manque affectif, on aura toujours de l'insécurité en nous. Au contraire, si on a été élevé dans une sécurité affective forte, avec un cadre, avec des limites, avec de l'attention, avec de l'affection, on aura tendance à être une personne plus stable dans la vie, plus résolutive, on aura plus d'outils pour résoudre nos propres problèmes. Et donc, tous ces schémas émotionnels nous définissent. Et l'affection, qui est un besoin de base par excellence, si on en manque en étant bébé ou petit enfant, on aura certainement plus de mal à décoder nos propres émotions, les émotions d'autres personnes, et ça va certainement nous mener à avoir des difficultés psychologiques à l'avenir, puisqu'on se sentira souvent en insécurité ou en dépendance affective par rapport à d'autres personnes. Donc les problèmes de la vie seront plus difficiles à surmonter, disons, si on démarre pas dans la vie avec un bon soutien affectif des personnes qui s'occupent de nous. Donc on a des besoins humains biologiques comme des besoins d'affection, de sécurité, de protection, d'admiration qui sont nécessaires, et si ces besoins-là ne sont pas remplis, on va développer des comportements secondaires en réaction à cette absence de satisfaction de nos besoins, et ça peut provoquer des comportements déviants ou des comportements de frustration ou d'agressivité ou d'incompréhension. Et on n'est pas hyper bien parti dans la vie quand on commence avec un gros manque affectif, mais bon,
on le sait, et tous les rayons des librairies de psychologie et de développement personnel sont pleins de livres qui parlent de ça, justement, comment dépasser nos peurs, nos traumas d'enfance. Après, voilà, il y a plein de personnes qui sont spécialisées dans la gestion des manques affectifs, des traumas de l'enfance, ou pas forcément de l'enfance. Mais bon. La plupart démarrent de l'enfance. La plupart, c'est vrai que la base est dans l'enfance, mais voilà. Après, comme toujours, on a toujours des outils à notre portée pour essayer pas de régler, c'est presque impossible de surmonter des traumas extrêmement forts comme des viols ou des privations de liberté ou des séparations ou des deuils très importantes et surtout à l'enfance. Mais voilà, il existe toutes sortes de thérapies et d'outils en fait pour nous aider à comprendre dans un premier temps et à trouver des outils, des pistes pour mieux vivre cette vie qui a commencé par un gros trou noir au niveau affectif. Mais on peut quand même remplir ce vide, remplir ce manque, on peut essayer de se renforcer soi-même, renforcer son estime de soi. Il y a plein de thérapeutes et plein de thérapies qui sont créées spécialement pour ça. Donc, il faut en prendre conscience et aller vers les personnes qui peuvent nous aider à mieux gérer ces traumas et ces émotions, ces conflits émotionnels qu'on n'a pas pu gérer quand on était enfant. Et là, tu parles des émotions. Chaque émotion, on le sait, dès qu'on a une pensée, on peut le sentir dans notre corps, les émotions jouent sur les neurotransmetteurs, jouent les hormones. On a tous eu, par exemple, une mauvaise nouvelle, parfois malheureusement en train de manger, et là, tout de suite, on sent que l'appétit est coupé, c'est bloqué. On peut citer d'autres exemples. Donc, il y a un lien très fort entre nos pensées, nos émotions, et ce qui se passe, la chimie de notre corps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Alors, je vais en parler vraiment de façon très superficielle parce que on préparera à l'avenir un dossier qui sera un petit peu plus fouillé sur la relation entre le microbiote et le cerveau, qui est une relation passionnante et un thème de recherche scientifique qui est complètement fascinant et qui est très actuel parce que évidemment on connaît la relation entre l'alimentation, la digestion et la santé mentale et le cerveau. Il y a vraiment une autoroute entre le système digestif et le système nerveux central qui fait que selon la diversité de micro-organismes qu'on a dans notre microbiote, on aura plus ou moins de problèmes de santé mentale ou au contraire une bonne santé mentale. On pourra plus ou moins prévenir aussi des maladies neurodégénératives. Ça, c'est un sujet de recherche aussi qui est complètement passionnant. Donc, c'est extrêmement important de relier et de tenir compte du lien entre les émotions, les hormones et l'alimentation. Donc, le rôle des hormones, concrètement, qui sont liées à l'alimentation, on a la gréline et la leptine, qui sont des hormones, des signaux pour le fait de savoir si on a faim ou si on est arrivé à satiété, donc si on doit s'arrêter de manger. Chez certaines personnes obèses, il y a vraiment une confusion entre ces deux hormones et les personnes ne sentent jamais la sensation de satiété, donc elles continuent à manger. C'est ce qu'on appelle de l'hyperphagie, parce qu'elles n'ont plus cette sensation de faim et de satiété qui est vraiment une sensation physiologique qu'on devrait tous avoir. Normalement, on devrait manger quand on a faim et arrêter de manger quand on n'a pas faim, simplement. C'est pour ça que cette imposition de manger 3, 4, 5, 6 fois par jour, alors qu'on n'a pas forcément faim, parfois ça détraque bien tout le système hormonal et métabolique. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que quand on mange, comme tu disais, quand on reçoit un stress, quand on est en train de manger, on va avoir la gorge nouée, l'estomac noué, on va pas pouvoir manger. Et c'est une situation de stress aigu où l'hormone du stress, qui est le cortisol, va arriver en flèche et va provoquer plusieurs possibilités.
soit l'action, soit la fuite, soit la lutte, soit la paralysie. C'est la paralysie du système parasympathique, qui est le système de la détente et de la digestion. Et au contraire, on va avoir le système sympathique qui va être complètement surstimulé. Et on va devoir soit courir, soit lutter, soit rester paralysé. Mais c'est ça l'action du cortisol, et qui est contraire à l'action de digérer. Donc on ne peut pas recevoir une très mauvaise nouvelle et continuer à digérer notre repas en paix. On va même certainement s'arrêter de manger. Et par contre, là on parlait d'un stress aigu, mais dans le cas d'un stress chronique, ça donne lieu à un dérèglement hormonal global on aura une hypercortisolémie, c'est-à-dire un taux de cortisol élevé de façon chronique, qui va affecter à son tour la glycémie, le métabolisme, l'insuline, le sommeil, l'humeur, la santé mentale, et même le système reproducteur. On a pas mal de problèmes de fertilité qui sont dus précisément à un état de stress chronique. C'était bien que tu refasses le lien. Ça remet en relief des choses qu'on ressent, parce qu'on a tous voilà, cet exemple de l'appétit coupé avec une mauvaise nouvelle, on le ressent, mais on le conscientise pas forcément lorsque c'est moins aigu. Lorsque on est sur quelque chose de plus latent, de plus chronique, de moins fort, ça existe pour autant, ça se passe dans le corps, mais on en a moins conscience. Donc c'était bien que tu nous refasses un petit peu ce lien. Et donc voilà, on parlait de manger mauvaise nouvelle, mais il peut y avoir aussi que voilà, les émotions perturbées, on va manger plus, ou au contraire, on va s'arrêter. Il y a toute cette sphère des troubles compulsifs alimentaires. Est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi sur ce qui se passe là à ce niveau ? Alors, les troubles du comportement alimentaire arrivent vraiment dans une... Oui, comportement par compulsif. C'est comportement. Non, mais souvent, c'est des comportements compulsifs, justement, alimentaires. Mais voilà, les TCA, c'est des cas extrêmes, justement, où on mange plus de façon sereine, on mange plus de façon physiologique, on mange plus... Justement, les déterminants culturels et émotionnels sont tellement importants que notre système d'alimentation et de nutrition est complètement détraqué. Donc, les états émotionnels négatifs chroniques vont amener à des comportements comme l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse, l'hyperphagie, l'orthorexie et différentes addictions comme l'addiction au sucre ou à l'alcool ou à des aliments ultra transformés, qui vont à leur tour opérer tout un tas de changements, aussi bien dans notre santé physique que mentale. Et c'est vraiment des cas extrêmes de troubles du comportement alimentaire qui sont à aborder par la psychologie d'une part, et aussi par un rééquilibrage, une rééducation alimentaire. Et c'est souvent des abordages qui sont faits au long cours, avec la participation de la famille, avec toute une équipe multidisciplinaire de santé qui va soutenir ces personnes pour régler à la fois le côté émotionnel et le côté alimentaire. Mais c'est des troubles qui peuvent prendre vraiment très très longtemps à gérer. Essayer de trouver la racine, en fait, et toujours pour essayer de régler ça. Il y a des moyens pour essayer de gérer un petit peu mieux, mais voilà, essayer d'aller à la racine. Alors précisément, ces moyens, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur différentes aides ou des pistes à suivre, voilà, pour mieux gérer ses émotions finalement liées à l'alimentation? C'est vrai que c'est intéressant de parler de ce qui va pas, des différents problèmes, des différents symptômes, des différents conflits qu'on peut avoir dans notre santé. Mais ce qu'on préfère, c'est apporter des solutions, apporter des pistes, et surtout, c'est des pistes qui sont quand même plus ou moins à la portée de tout le monde, pour le moins qu'on s'y efforce, qu'on tende vers la recherche de solutions qui sont adaptées à nos problèmes. Il faut déjà avoir une prise de conscience qu'on a un problème avec notre alimentation et nos émotions. Et une fois qu'on a situé le problème, on va aller chercher des solutions. Et il y a plusieurs solutions disponibles. La première, c'est la gestion du stress.
on va soit se lancer dans une thérapie psychologique, cognitivo-comportementale ou EMDR si on a des traumatismes de l'enfance ou de plus tard pour vraiment gérer nos émotions. Il y a différentes techniques de gestion du stress comme la pratique de la méditation de pleine conscience, le yoga, la respiration, la cohérence cardiaque, vraiment pour stimuler notre système parasympathique, de la détente et vraiment rechercher ces moments de détente et de sérénité où on pourra ensuite mieux manger, mieux digérer, mieux assimiler les nutriments. Donc se mettre vraiment dans des conditions de détente le plus possible. Il y a des approches complémentaires qu'on peut tester aussi, comme l'ostéopathie, l'acupuncture, l'hypnose, tout un tas de techniques différentes qui peuvent vraiment nous aider à nous détendre et à nous aider à gérer mieux nos émotions. Il y a des techniques de changement d'habitude. On en parlait pendant le dossier, qu'il est très très difficile de changer des habitudes qui sont vraiment ancrées. Donc, on a plusieurs petites techniques, petites et grandes techniques psychologiques, de coaching, de comportement, pour accompagner les personnes vers des changements d'habitude qui soient pas trop traumatiques et qui leur apportent vraiment des bienfaits. On a le contact avec la nature, avec le soleil, les animaux, marcher pieds nus dans l'herbe, le grounding, tout ça, le fait d'être en contact avec la nature, voir du vert autour de nous. Moi, je vois des pins et la montagne par ma fenêtre. C'est vrai que c'est des contacts physiologiques qui sont très sains parce que en tant qu'anciens hommes et femmes préhistoriques, on a besoin d'être en contact avec la nature pour relancer toutes nos fonctions physiologiques naturelles. La vie sociale aussi est très importante, avoir des amis, sortir avec des amis, parler, échanger, discuter, parler de nos émotions, c'est très important. On a l'alimentation anti-inflammatoire. Vous pouvez revenir à la première vidéo que j'avais faite sur l'alimentation anti-inflammatoire qui joue un rôle énorme, mais énorme sur la santé mentale et des pensées dépressives, par exemple, ou des états dépressifs. Ça a vraiment des effets magiques sur la santé mentale. L'exercice physique, c'est des effets aussi incroyables sur notre santé physique et mentale. Donc, adopter des habitudes d'exercice physique réguliers et adaptés à chacun. On a les routines de sommeil aussi et les cycles circadiens, donc respecter les cycles jour-nuit. On a parfois du mal à respecter. Et ensuite, avoir des passions, des activités de loisirs, avoir du plaisir, prendre du plaisir dans la vie, essayer d'être heureux, d'être détendu, profiter des petits moments et essayer de moins se prendre la tête. Moi, on me l'a tellement dit dans ma vie, arrête de te prendre la tête. Et c'est vrai que des personnes qui sont comme ça un peu plus intellectuelles, qui ressassent des problèmes dans notre tête, on nous dit souvent qu'on est rigide et qu'on se prend trop la tête. Dans un sens, c'est bien de se prendre la tête parce que c'est là où on trouve plein d'idées pour créer ou dans notre travail ou pour s'améliorer simplement. Mais c'est vrai, il y a des moments où il faut vraiment arrêter de se prendre la tête et puis sortir, se promener et puis regarder les fleurs et regarder les arbres et profiter de la vie, tout simplement. Mais c'est bien, se prioriser et s'autoriser de se faire plaisir. Donc c'est vrai que c'est toujours bien de le rappeler et c'est bien que tu termines parmi tous les conseils là-dessus sur penser à se faire plaisir. C'est très important. Et c'était bien tout ce que tu nous as partagé là parce que certains ne sont pas intuitifs. Tu vois, tu parlais du sommeil alors que le cycle circadien joue tellement fort sur l'équilibre, enfin sur cet équilibre entre la ghreline et la leptine, donc ces hormones de faim et de satiété. Et donc voilà, c'était merveilleux ce petit rappel pour faire du lien entre tout, encore une fois, et puis voilà, se rendre compte que tout a une influence jusqu'au plaisir. Et voilà, c'était bien que tu termines là-dessus. Écoute, merci pour ce dossier. Alice, est-ce que tu veux peut-être nous proposer une petite que je te laisse conclure ce dossier. Simplement, voilà, c'était un plaisir de partager ces concepts avec toi. Et c'est vrai que, comme tu as dit en début de dossier, les émotions, c'est souvent un sujet qu'on laisse de côté ou qui fait un petit peu honte. Ou
socialement, c'est souvent mal considéré de parler de ses émotions, mais c'est tellement nécessaire justement pour avoir une relation saine avec ses émotions et avec la vie. Et accepter nos émotions, accepter de les voir défiler, je pense que c'est vraiment fondamental. Et accepter quand on est triste, accepter quand on est gai, parce que finalement tout passe, tout passe. Donc si on est gai aujourd'hui, ça va passer. Si on est triste aujourd'hui, ça va passer. Donc finalement, on se retrouve un petit peu dans la philosophie un petit peu bouddhiste. Je la connais pas bien, mais on est dans l'acceptation en fait. Et puis même si on a une grave maladie ou si on a un deuil ou une déception ou que notre voiture tombe en panne, ça peut être des grands ou des petits soucis. Essayer d'accepter toutes nos émotions et de dire ça va passer et demain sera un autre jour. Et on peut toujours avoir recours à des techniques pour gérer nos émotions, gérer notre alimentation. Et mais c'est important de prendre conscience de l'influence de nos émotions dans notre alimentation et dans notre santé mentale. Et moi, je l'ai vécu vraiment à la première personne. J'étais une personne très dépressive avant et j'ai complètement changé mon alimentation et mon mode de vie. Et maintenant, personne pourra me dire que je suis quelqu'un à tendance dépressive parce que j'ai vraiment expérimenté le rôle antidépresseur de certains aliments. Et d'ailleurs, j'offre au Dynamiqueur en bonus pour ce dossier un PDF avec plusieurs aliments considérés comme antidépresseurs. Je sais bien qu'il n'y a pas d'aliments magiques, il n'y a pas d'aliments... non, mais ils ont une influence importante. Voilà, mais c'est vrai que par leurs caractéristiques au niveau des minéraux, des vitamines, des oméga 3, ils stimulent vraiment la relation entre le microbiote et le cerveau. Et si on en consomme régulièrement dans le cadre d'une alimentation équilibrée, anti-inflammatoire, on va vraiment avoir des améliorations au niveau de notre santé mentale. Il est fabuleux le bonus, vous irez regarder en complément et puis expérimenter en fait, c'est tout ce qu'on peut vous dire, expérimenter et en fait on peut écouter, il faut déjà avoir des pistes de réflexion et c'est ce que tu nous as merveilleusement partagé aujourd'hui Alice. Merci infiniment d'avoir remis en lumière ces concepts et d'avoir recréé du lien entre voilà ce qui se passe dans nos pensées, ce qui se passe dans notre corps. Maintenant, il faut expérimenter. Soyez maître de votre santé. Priorisez-vous, accordez-vous l'importance qu'il se doit, parce qu'en fait, on rayonne. En fait, si on va bien, on rayonne autour de nous. En fait, si on va bien, les autres autour de nous vont bien aussi. En allant mieux, on devient une source d'inspiration. Donc c'est important de mettre ça en place. Merci infiniment, Alice. Merci beaucoup pour ce dossier. On aura grand lot de vous retrouver la semaine prochaine pour le webinaire de questions-réponses. Voilà, donc préparez vos questions si vous voulez aller plus loin ou aller plus spécifiquement sur certains points. Voilà, on sera ravis de passer ce moment avec vous, chaleureux, toujours intéressant, toujours passionnant, toujours pertinent et toujours avec beaucoup de joie. Et pour aller compléter encore un petit peu plus ce dossier. Merci Alice, une nouvelle fois. Très belle semaine à toi, très belle semaine à vous les Dynamiqueurs. Et puis au plaisir de se revoir très vite. Merci Mathilde, merci à tous, à bientôt.